Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième partie de notre 300e conversation enregistrée pour la 50e fois à l'école alsacienne avec notre invité Alain Aspect, prix Nobel de physique, que je remercie de sa participation et de son soutien à notre émission. Nous sommes donc, dans un premier temps, nous avons avec Sven Ortoli de Philosophie Magazine, avec Nicole Nisotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous avons essayé d'éclairer, grâce à Alain Aspect, un certain nombre de points, et c'est maintenant à nos auditeurs, spectateurs à l'école alsacienne que revient la parole et la question. Monsieur. Bonjour et merci beaucoup pour cet entretien passionnant. J'avais une double question sur les liens entre recherche en matière de physique quantique et les applications pratiques industrielles. La première question, c'est comment est-ce que ça se passe dans la tête d'un chercheur? C'est-à-dire qu'à l'origine, est-ce que vous vouliez uniquement résoudre ce débat épistémologique entre Einstein et Bohr, et vous n'aviez aucune idée des applications industrielles possibles? Et l'autre question, c'est on a tendance à mettre le terme quantique à toutes les sauces, communication quantique, informatique quantique. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question entre le lien entre intrication quantique et cette démultiplication de la puissance de calcul? Merci. Alain Aspect. Eh bien, je vais pouvoir répondre aux deux questions en une seule fois. Quand j'ai fait cette expérience, vraiment, le seul objectif que j'avais, c'était de trancher ce débat entre Niels Bohr et Albert Einstein, de savoir si, oui ou non, la non-localité quantique se manifestait, en tout cas se manifestait dans la façon dont je voyais cette expérience. Et c'est à tel point qu'une fois que j'ai eu fini cette expérience, passé ma thèse et développer quelques conséquences de cette expérience, c'est-à-dire en utilisant le même appareillage avec Montésar Philippe Grangy, on en a parlé déjà, nous avons réalisé la première source de photons uniques au monde, de façon étonnante, jusqu'en 1985, personne n'était capable d'émettre un photon à la fois. Une fois que tout ça a été terminé, j'ai complètement changé de sujet. Je suis parti rejoindre Claude Cohen-Tanucci à l'École normale supérieure qui voulait développer un programme de refroidissement d'atomes par laser. Avec Jean Dalibard et Christophe Salomon, nous avons été les mousquetaires de Claude Cohen-Tanucci et nous nous sommes retrouvés en 1997 à Stockholm pour fêter le prix Nobel de Claude Cohen-Tanucci. J'étais vraiment passé à un sujet complètement différent. Sauf que, en 1990, dans une conférence, un jeune étudiant anglais est venu s'asseoir en face de moi et m'a dit « Est-ce que vous savez, professeur Aspect, ils sont très respectueux, vous savez, professeur Aspect, qu'avec vos photons intriqués, on peut faire de la cryptographie quantique ?» Et là, je suis quasiment tombé de la chaise, je lui ai dit « Mais expliquez-moi ça ». Et il m'a expliqué, effectivement, si vous voulez, je pourrais l'expliquer, mais il m'a expliqué qu'avec les deux photons intriqués, on peut créer deux séries aléatoires identiques de 1 et de 0 pour les deux partenaires qui s'appellent Alice et Bob, et qu'avec ces deux séries identiques mais aléatoires de 1 et de 0, on peut l'utiliser l'un pour coder, l'autre pour décoder. Et le fait qu'on puisse distribuer ces clés à distance est essentiel. Parce que vous pourriez me dire, ils se sont rencontrés, ils sont partis avec les clés. Oui, mais le problème, c'est que la clé, il faut l'utiliser une seule fois. Donc la question de distribuer ces clés aléatoires à distance, eh bien, c'est une des applications de la physique quantique. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ah ben oui, ça c'est rudement intéressant. Alors il y a un deuxième point dans ma vie professionnelle. Quand j'ai commencé vraiment tout à fait au début, je veux dire dans les années 70, j'avais fait de l'holographie, des choses comme ça, et vraiment l'ambiance dans un laboratoire de recherche, entre guillemets, de base, c'était on va quand même pas se salir les mains à faire des applications. Au début des années 1980, nous avons eu un ministre de l'Industrie et de la Recherche qui s'appelait Laurent Fabius. Il était de gauche, et donc, on est surtout quand on est jeune, on est quand même plutôt de ce côté-là, on l'a écouté plus que s'il avait été de droite. Or,
qu'est-ce qu'il nous a dit? Il était ministre de l'Industrie et de la Recherche. Il nous a dit, vous les chercheurs, si vous avez des applications de vos recherches, c'est votre devoir de les mettre en œuvre, car ça va ainsi enrichir le pays, on va avoir des impôts et on pourra mieux financer votre recherche. Et à partir de là, je me suis dit, mais vrai, c'est complètement idiot de ne pas penser. Alors moi, je ne suis pas créatif du point de vue des applications. Je ne sais pas imaginer les applications. Mais j'ai toujours dit autour de moi, à mes collaborateurs, si vous avez une bonne idée, c'est pas se salir les mains. Il faut y aller. Et résultat, dans ces dernières années, on va dire ces 10 ou 15 dernières années, eh bien, plusieurs anciens collaborateurs à moi ou anciens étudiants sont venus me voir en disant, on a une idée, tu nous avais dit qu'il fallait y aller, est-ce que tu nous accompagnes ? Alors, est-ce que tu nous accompagnes ? Ça veut dire signer un chèque. Je l'ai fait volontiers parce que, comme en psychanalyse, il faut qu'il y ait de l'argent impliqué pour montrer qu'on est vraiment convaincu. Et j'ai donc... Dans le podcast, c'est pareil. Et j'ai donc, il se trouve que pour cette raison, je suis impliqué dans quelques start-up du quantique, soit comme conseiller scientifique, soit même éventuellement comme fondateur, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée. Ce sont des gens qui sont venus me voir en me disant que je les avais inspirés et qui souhaitaient que je les accompagne. Enfin, vous avez dit, est-ce que le mot quantique est utilisé à tort et à travers ? Oui, il est utilisé à tort et à travers. La chaîne M6 est venue me voir pour m'aider, non, il n'y a pas aïe, pour une émission qu'ils vont faire où ils vont démonter non seulement la médecine quantique, mais croyez-le ou pas, la viticulture quantique. Alors la viticulture quantique consiste à enregistrer les ondes qu'émettent l'ADN de la vigne, on ne sait pas ce que c'est ces ondes, qui émettent les ondes de la vigne au moment de la division cellulaire, et ensuite, ayant enregistré ça dont on ne sait pas ce que c'est, ils émettent des ondes acoustiques dont ils mettent des haut-parleurs dans la vigne, et du coup, ça améliore la culture. Donc, ça, évidemment, c'est n'importe quoi. M6 est venu me voir pour me montrer ça et enregistrer ma réaction. Je vous assure que ma réaction, elle a été à la hauteur de l'événement. J'espère qu'ils vont le monter correctement dans l'émission. Par contre, tout ce que vous avez cité, c'est pas bidon du tout. On a effectivement les communications quantiques. Alors, les communications quantiques, il y en a deux sortes. Il y a la cryptographie quantique, dont je viens de parler, qui fonctionne déjà et qui, à mon avis, va assez rapidement trouver une application. Tout le monde pense aux militaires, mais également dans le diplomatique. Dans le diplomatique, si vous révélez les messages diplomatiques, ça fait des scandales internationaux. Par ailleurs, la communication quantique, c'est le fait d'être capable de faire passer l'information quantique avec toute sa puissance quantique d'un ordinateur quantique à un autre ordinateur quantique. Alors vous allez me dire, on n'a pas encore d'ordinateur quantique. Oui, mais on en a des versions un peu simplifiées quand même. Et donc le fait d'être capable de faire passer directement l'information quantique sans passer par l'intermédiaire d'une information classique qu'on retransforme en quantique de l'autre côté, c'est un avantage considérable. Donc communication quantique, ça existe. Métrologie quantique, ça existe. Alors, métrologie quantique, ça utilise d'une part les propriétés quantiques des objets, et d'autre part, je n'ai pas eu l'occasion de le dire aujourd'hui, mais quand je parle de seconde révolution quantique, il y a en fait deux ingrédients. Il y a l'intrication, mais il y a le fait qu'on a appris à manipuler les objets élémentaires un par un. Avant, comme je l'ai dit, dans la première révolution quantique, on pensait à l'objet élémentaire, mais on ne l'avait jamais qu'en grand nombre. Alors que depuis les années 1970, les physiciens ont appris à piéger un seul électron, un seul atome, à le manipuler, à l'observer. Et il y a de la métrologie quantique qui utilise simplement le fait que vous pouvez avoir un seul objet quantique, dont vous pouvez aller le mettre à 1 nanomètre de ce que vous voulez étudier, et ça offre un champ assez étonnant. Il y a quelqu'un dans la salle qui fait ce genre de choses. Donc, j'ai parlé de technologie, j'ai parlé de communication, j'ai parlé de métrologie. Évidemment, le grand objet, c'est calcul quantique. Et calcul quantique, il faut encore distinguer deux choses. L'ordinateur quantique idéal dont j'ai déjà parlé, qui est l'objet de beaucoup d'efforts, mais ça, on ne sait pas quand. Et puis, il y a l'ordinateur quantique dégradé. En anglais, on dit Noisy Intermediate Scale Quantum Computer. Et ça, on en a déjà des exemplaires. Et je pense qu'on est vraiment
au moment, j'espère ça pour le coup le voir de mon vivant, on est au moment où ces ordinateurs quantiques dégradés vont quand même permettre d'être plus performants que les ordinateurs habituels. Donc je voudrais terminer là-dessus, c'est très important. J'ai écouté Jean-Louis Bourlange, je sais comment... Donc je veux rajouter qu'être plus performant, ça peut vouloir dire deux choses, soit calculer plus vite ou de façon plus puissante, soit faire le même calcul en dépensant beaucoup moins d'énergie. Merci. Monsieur. Je vais vous appeler professeur. Oh, je vous en prie. Vous faites partie de ces personnages, quand ils arrivent quelque part, on a l'impression que la lumière s'éclaire. Je crains que quand vous partiez, la lumière s'éteigne un peu. Je voulais juste vous poser une question. C'est une fantastique révolution que vous êtes en train de décrire. En quoi, pour les humains et l'humanité, ça va changer profondément notre existence? En quoi ça va être potentiellement extraordinaire et peut-être aussi potentiellement difficile, voire délétère ou dangereux? Un aspect. Alors, difficile, délétère ou dangereux, c'est le propre de toute technologie. Une technologie, elle est bonne ou mauvaise suivant l'usage qu'on en fait. Alors, est-ce que ça va révolutionner la société ? Je n'en sais strictement rien. La première révolution quantique, elle a émergé entre 1900 et 1925. En 1925, le formalisme mathématique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois est parfaitement établi. C'est le formalisme d'Heisenberg ou de Schrödinger dont on démontre rapidement qu'ils sont équivalents sur le plan mathématique. Donc, entre 1925 et 1930, c'est parfaitement établi. À partir de là, on va avoir les premières applications qui vont être de nature scientifique, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va comprendre la stabilité de la matière, être capable de comprendre la liaison chimique qu'on ne comprenait pas. Jusque-là, on ne savait pas pourquoi les atomes crochus se crochetaient les uns avec les autres. Donc, on va comprendre toutes ces propriétés. Et puis, enfin, on va arriver à l'invention du transistor, qui, entre parenthèses, n'a pas été fait par un bricoleur dans un garage de Californie, mais a été fait par les meilleurs physiciens de l'époque, qui avaient des prix Nobel, parce qu'ils avaient bien compris la façon dont ça se passait dans les semi-conducteurs. Donc on va inventer le transistor, on va inventer le laser, et ça, le transistor, c'est en 1947, le laser, c'est en 1960, et la révolution que ça a provoqué sur la société, puisque notre société de l'information et de la communication, qui est quand même assez différente de celle qui était là avant, moi j'y étais, peut-être vous aussi, avant, c'était quand même, elle a été révolutionnée. Cette révolution, elle va intervenir seulement dans les années, on va dire, 1970-1980, avec les premiers ordinateurs personnels et les choses comme ça. Donc, si vous voulez, je ne peux absolument rien vous dire sur la faculté que cette deuxième révolution quantique aura de révolutionner la société. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura des applications de niche, mais peut-être des applications pour une application médicale, pour une application d'ingénierie. Mais est-ce que ça va avoir une ampleur telle que ça bouleversera la façon dont nous vivons, je ne sais absolument pas le dire. Alors que je peux dire que la société de l'information et de la communication a bouleversé la façon dont nous vivons, avec nos téléphones portables, nos GPS, etc. Madame, s'il vous plaît. Alors, moi, je voudrais vous poser une question d'épistémologie de la physique, parce qu'au fond, vous avez, enfin, pour moi, votre exposé a été lumineux, mais quand j'ai eu l'annonce le jour où vous avez eu le prix Nobel, j'étais en direction du lycée Louis-le-Grand où je devais retrouver mes prépas scientifiques, moi-même n'étant pas du tout scientifique. Et au fond, j'ai compris dans ce qu'on disait de ce que vous apportiez, que vous tranchiez effectivement définitivement le débat entre Einstein et Bohr au profit de Bohr. Au fond, moi, la manière dont j'ai conçu ce débat, c'est que ce que Einstein disait, c'était que ce qui était actuellement, à l'époque où il parlait, indéterminable, n'était pas réellement indéterminé, et qu'une physique hyper fine pourrait un jour le déterminer et rétablir son réalisme et son déterminisme en physique. Alors que finalement Bohr, Heisenberg, etc. disaient le contraire. Donc moi, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, parce que je ne l'ai pas totalement compris au moment où vous avez parlé de hasard absolu, c'est est-ce que donc définitivement il est établi qu'il y a de l'indéterminé et que la physique doit faire avec un indéterminé absolu? Alors,
D'abord, comme je l'ai quand même dit à un moment donné, c'est un peu réducteur de dire que Einstein avait tort. Parce qu'encore une fois, Einstein ne connaissait pas les inégalités de Bell, ne connaissait pas les résultats des expériences, et donc la façon dont il raisonnait à l'époque où il raisonnait était parfaitement logique et cohérente. Moi-même, je continue à être un réaliste, au sens de réalisme d'Einstein, mais j'étais obligé de mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire, ou dans sa bière, je ne sais pas ce qu'il buvait, en acceptant qu'il y a de la non-localité dans le monde. Mais c'est évidemment pas la position de la majorité de mes collègues. Encore que beaucoup, par exemple, mon ami Bill Phillips dit, et je vais le dire en français, il le dit en anglais, il dit « Pendant la semaine, j'appartiens à l'église du Shut Up and Calculate, mais le dimanche, je vais visiter d'autres églises. » Donc, je pense que même les physiciens qui disent « Écoute, il ne faut pas se poser des questions, tu fais des calculs, ça marche », de temps en temps, ils acceptent de se poser des questions. En tout cas, moi, je fonctionne très bien avec une vision réaliste du monde dans laquelle j'ai accepté la non-localité. Mais vous avez posé une question tout à fait intéressante sur le hasard. Ça, je crois que effectivement, il me semble difficile d'arriver à donner une image quantique, quelle qu'elle soit, même avec des non-localités et des choses comme ça, sans qu'il y ait dedans un indéterminisme fondamental. Et ça, c'est vraiment, effectivement, je le comprends par rapport aux philosophies, aux épistémologies classiques, je comprends que c'est vraiment une révolution complète. Il faut savoir, on a parlé tout à l'heure, on a parlé d'application. Eh bien, il faut savoir que ça a une application formidable dans les générateurs de nombres aléatoires. Les générateurs de nombres aléatoires sont des composants qui sont essentiels pour les communications secrètes et pour un certain nombre de calculs qu'on appelle Monte-Carlo quantique, peu importe. Et donc, toute la question est de savoir, est-ce qu'on a un générateur de nombres aléatoires parfait ? En d'autres termes, est-ce que quelqu'un pourrait prévoir ce qui va sortir ? Eh bien, avec la plupart des générateurs de nombres aléatoires qui existent actuellement, en fait, si on regardait dans le détail de la machine, on pourrait prédire quel est le résultat de du prochain tirage. Et donc, en fait, la définition que l'on peut donner du générateur de nombres aléatoires idéal, c'est un générateur qui vous produit un nombre dont personne, même pas celui qui a construit la machine, ne peut prévoir le résultat. Eh bien, figurez-vous que si vous envoyez un seul photon sur une lame semi-réfléchissante, on a toutes les raisons de penser que personne ne peut le prédire, s'il va être réfléchi ou transmis. Pourquoi personne ne peut le prédire ? Parce que si on pouvait le prédire, il y aurait des variables cachées. S'il y avait des variables cachées, on ne violerait pas les inégalités de Bell. Donc vous avez aujourd'hui des générateurs de nombres aléatoires basés sur un photon qui vont sur une lame semi-réfléchissante, soit d'un côté ou de l'autre, mais il y a en plus dans la machine un deuxième photon avec un deuxième détecteur, et de temps en temps, il vérifie la violation des inégalités de Bell, dont il y a certification en permanence de ça. Donc vous voyez que ce hasard fondamental, en fait, là, il se présente d'une façon très concrète. Merci beaucoup. S'il vous plaît, oui, monsieur. Bonjour. Je voudrais remercier monsieur De Colas, mon instituteur, remercier monsieur Alain Aspect pour sa présentation dans le cadre de la Société française de physique dans les années 90, qui a inspiré beaucoup de choses. Je le remercie aussi parce que ça m'a donné du travail maintenant. Au Grand Équipement National de Calcul Intensif, on travaille sur les calculateurs quantiques en plus des calculateurs haute performance. Donc non seulement ça donne du plaisir, mais ça donne du travail. Et j'ai ensuite deux questions intriquées. Comment on fait pour donner l'envie de comprendre, l'envie de connaître à des collégiens de l'école alsacienne, du collège Giacometti ou du collège de Rignac? Comment on forme des thésards qui maîtrisent à la fois ces aspects théoriques et ces aspects pratiques, parce que dans votre expérimentation, il y avait des aspects théoriques importants, mais il fallait être capable quand même de maîtriser la technique pour la rendre réelle. Et puis l'intrication, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à notre ministre de l'Éducation nationale pour favoriser ces carrières scientifiques pour les garçons et les filles. Je précise que le collège de Rignac est le collège de Rignac dans l'Aveyron, non loin du château de Bournazel et du village de Goutrins, où on a vu tourner Big Far et Farbic. Comment convaincre les jeunes ? Et il faut distinguer les collégiens, précisément, les lycéens et les collégiens, je crois,
de ceux qui sont en thèse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème pour les seconds. Alors pour les lycéens et les collégiens, eh bien je ne devrais pas le dire parce que je vais être assailli de... Ah mais non, on n'est pas en... Ah ben si, c'est diffusé là. Je vais être assailli de demandes. Je dois dire que c'est très haut dans mes priorités de répondre aux invitations d'aller dans les lycées et les collèges parce que je pense que c'est là qu'il est essentiel de leur expliquer qu'on comprend bien qu'ils sont inquiets par les problèmes de la planète, mais qu'ils ne vont pas résoudre les problèmes de la planète contre la science, qu'ils vont le résoudre en apprenant la science et en mettant leurs connaissances au service de la solution des problèmes de la planète. Il me semble que en tenant ce discours, en plus en leur montrant que c'est vraiment ça peut être très intéressant la science. Certes, c'est difficile, mais ça peut être très intéressant. Après tout, jouer aux échecs, c'est difficile, mais c'est intéressant. Mais je pense que les convaincre aussi que on ne va pas résoudre les problèmes de la planète contre la science, je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Chez les thésards, eh bien, je ne sais pas comment faire. Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de gens qui se sont engagés dans les études scientifiques et qui, à un moment donné, disent « Ah oui, mais moi, je trouve que la science, finalement, elle est responsable de la dégradation de la planète et je ne veux plus participer à ça. » Je pense personnellement que c'est une erreur dont je peux essayer d'argumenter avec eux, mais il faut savoir que c'est une véritable question aujourd'hui. Évidemment, il y en a beaucoup qui continuent à croire à la science, mais certains sont sensibles au discours qui dit « c'est la faute à la science si on a ces problèmes-là aujourd'hui ». Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Non, mais vous savez, les ministres... non, c'est pas ça passe. La ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau, elle est parfaitement au courant de tout ça et elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. L'essentiel de ses efforts, c'est vis-à-vis de Bercy pour essayer de gratter quelques millions. Voilà. Je la connais bien. Et c'était l'ancienne présidente de Paris-Saclay, je la connais bien. Le ministre Papendiaï, je le connais pas du tout. Je crois que là, on se heurte au problème qui est que l'essentiel de la société française n'a aucune culture scientifique. Les Sciences Po n'ont pas d'éducation scientifique. Les écoles de journalisme n'ont pas d'éducation scientifique. Et si j'avais quelque chose à dire au ministre donc de l'enseignement secondaire, c'est qu'il faut surtout pas réduire les heures d'éducation scientifique, mais par ailleurs, je dirais que les Sciences Po, les écoles du journalisme, c'est quelque chose d'essentiel parce que ce sont des leaders d'opinion. Je me suis heurté à certaines interviews où la journaliste, très fièrement, me dit « Mais moi, je comprenais rien à la science. » Je dis « Très bien, vous êtes un leader d'opinion, vous montrez qu'on peut être un leader d'opinion en comprenant rien à la science. » Je pense que là, il y a un gros travail à faire. Madame. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais revenir un peu à la physique. Donc, cette propriété d'intrication, de non-localité quantique semble abolir l'espace, on va dire. Et qu'est-ce qu'il en est du temps ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'apercevoir comme permanente ? Alain Aspect. Alors en fait, il y a des gens qui pensent qu'il faudra un jour quantifier le temps, mais personne n'a réussi à trouver la méthode. Donc le temps, en fait, reste en physique quantique un paramètre qui n'a rien de différent du temps classique. Alors quand je dis classique, je veux dire relativiste, celui. Mais c'est un paramètre qui dit, un événement se produit ici, à un instant donné, je peux avoir une horloge qui le note, et il n'y a rien de particulier dans la physique quantique vis-à-vis du temps. On peut faire le calcul complet des corrélations en disant je détecte à T1, je détecte à T2 et je fais le calcul. Et c'est un paramètre qui n'a rien de quantique, le temps. Alors on peut s'en étonner. Encore une fois, il y a des décennies, il se sont écoulées des décennies depuis que des gens essayent de voir si on ne pourrait pas lui donner un statut quantique. Je ne connais aucun résultat convaincant sur le sujet. Mais je ne suis pas un théoricien. Merci. Je vois que beaucoup de questions vont encore être posées, donc je vous suggère que nous marquions un arrêt et que nous diffusions la deuxième partie de ces questions dans un deuxième BADA, donc mercredi prochain. Merci, à tout de suite.